Bonjour, l'objet de cette présentation est l'astrolabe universel construit par Ali ibn Ibrahim al-Harrar, muezzin de Taza, en 728 de l'Hégire, ce qui correspond à 1327-28 après Jésus-Christ. Voici sa face avec son araignée munie de crochets qui indiquent les positions des différentes étoiles. Et voici son dos avec l'alidade qui permet de mesurer la hauteur du Soleil et des étoiles au-dessus de l'horizon. Et voici les points que je vais traiter ici. Premièrement, les phénomènes reproduits par l'astrolabe. Deuxièmement, il y a plusieurs types d'astrolabes. Troisièmement, les composantes d'un astrolabe classique. Quatrièmement, les composantes d'un astrolabe universel. Cinquièmement, l'astrolabe d'Ali ibn Ibrahim al-Harraz. Sixièmement, quelques usages de l'astrolabe. Et finalement, 7 astrolabes andalous et maghrébins. Si nous sommes sur une île, nous voyons tout l'horizon. Imaginons le ciel comme une coupole et ce qui est au-dessous de l'horizon comme un bol. Le zénith est au-dessus de notre tête, le nadir est à son antipode. Et voici une table d'orientation à partir du sud. De 0 à 180 degrés est à notre gauche et de 0 à 180 degrés ouest à notre droite. Et voici les cercles de hauteur au-dessus de l'horizon de Marrakech, qui est en vert ici. Le cercle du crépuscule est à 18 degrés en dessous de l'horizon. Et le zénith est tout à fait en haut, au-dessus de notre tête. Et voici les cercles d'égal azimut au-dessus de l'horizon de Marrakech. Ils se rencontrent tous au zénith, au haut de notre tête. Et voici un cadran solaire horizontal pour Taza, qui est à 34 degrés de latitude nord. De jour, le cadran solaire est suffisant pour savoir l'heure qu'il est, à partir, bien sûr, de l'indication de où pointe l'ombre, et bien sûr, la longueur de l'ombre permet aussi de savoir en quelle saison nous sommes. Les étoiles qui se lèvent à l'est au même moment que le soleil se couche nous indiquent la position diamétralement opposée où se trouve le soleil sous l'horizon. C'est ce que l'astrolabe permet de reproduire, ça veut dire le mouvement du soleil et des étoiles. Premièrement, voici les phénomènes célestes reproduits par l'astrolabe. Taza est au solstice d'été. Le jour est plus long que la nuit. Pourquoi donc? Le lever, comme vous le voyez ici, le lever et le coucher du soleil se situent côté nord. L'arc du jour est plus grand que celui de la nuit. Avançons un peu vite pour arriver à l'équinoxe d'automne. Le jour est aussi long que la nuit. Comme vous pouvez le deviner, le lever et le coucher du soleil coïncident avec la ligne est-ouest. Donc l'arc de jour est égal à l'arc de la nuit. Avançons dans le temps pour arriver au solstice d'hiver. Le jour est plus court que la nuit.
Comme vous le devinez, la raison est que le lever et le coucher du soleil sont plus au sud. Ainsi, l'arc du jour est plus court que celui de la nuit. Le soleil remonte l'écliptique et nous arrivons à l'équinoxe de printemps, même durée de jour et de la nuit. Le lever et le coucher du soleil sont à nouveau sur la ligne est-ouest. Comme vous le voyez ici, les levers et les couchers du soleil ne se font pas au même endroit jour après jour. On dirait que le parcours du soleil enroule une bobine autour de nous. Et voici un autre angle d'observation de 20 jours en plein été. La caméra est au zénith de Taza. Et voici ce que nous observons pendant 20 jours en plein hiver. Le soleil est passé du tropique du Cancer au tropique du Capricorne. Vous venez de voir les phénomènes que reproduit l'astrolabe, c'est-à-dire le mouvement diurne des étoiles et du Soleil, ainsi que le mouvement annuel du Soleil sur l'écliptique. Nous passons au deuxième point pour voir qu'il y a plusieurs types d'astrolabes. Jeune, j'étais loin d'imaginer que l'astrolabe était d'abord sphérique, une sorte d'armille que les Grecs nomment toujours o astrolabos hipparchou, c'est-à-dire astrolabe d'Hipparque. Hipparque était un astronome du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et voici les composantes de cette sphère armillaire conçue pour Taza, 34 degrés nord. La flèche indique le zénith vers le haut. La ligne penchée indique l'axe du monde. Elle vise l'étoile polaire au nord sur la gauche. Le petit disque central représente l'horizon de Taza. Le cercle jaune représente l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire du Soleil pendant une année. Le cercle bleu représente l'équateur et le grand cercle violet représente le méridien de Taza. Et voici la photo d'un astrolabe sphérique d'un tout autre type fabriqué à l'époque ottomane.
Il est conservé au musée de l'histoire des sciences rattaché à l'université d'Oxford. Vous pouvez les consulter et voir des merveilles sur ce site. Et voici une photo d'un astrolabe dû à Abu Bakr ibn Youssef. Il a été fabriqué à Marrakech en 1216. C'est ce type d'astrolabe qui est le plus réputé. Les astrolabes classiques étaient munis de plusieurs plateaux, de plusieurs safeha, dont chacune était conçue pour une latitude donnée. Le spécimen de cette photo est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et voici, comme vous l'avez déjà vu, l'astrolabe universel fabriqué en 1327-28 par Ali ibn Ibrahim al-Harrar al-Taza. Il est l'objet central de cette présentation. Quant aux astrolabes marins, ils servaient uniquement à mesurer la hauteur du Soleil et des étoiles. Ils sont lourds et ajourés pour ne pas offrir de prise au vent. Les facteurs d'astrolabe ont réussi à plier le disque que nous avons vu d'un astrolabe classique 2 fois pour le réduire à un cadran, mais il devient surchargé, comme c'est le cas ici, dans un cadran conservé au musée de Rouen. Il est dû à Profasius. Mais il y a aussi des cadrans simplifiés, permettant uniquement de déterminer l'heure inégale à partir de la hauteur du Soleil et du calendrier zodiacal. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces quarts d'astrolabe, je vous conseille la lecture d'un article de Wiki, Cadran horaire. Ceux qui sont intéressés par la conception de cadrans solaires et des astrolabes peuvent se procurer le logiciel Shadows Pro pour Windows. La version gratuite de ce logiciel ne permet pas de concevoir des astrolabes. Et voici un astrolabe cadran universel conçu par Al-Maridini. Et mieux encore que cela, l'astrolabe persan At-Tusi a fini par réduire l'astrolabe à sa plus simple expression, un simple bâton. Il s'agit donc d'un astrolabe linéaire. Nous sommes donc passés de 3 dimensions à 2 dimensions et puis à une seule dimension, celle d'un bâton. Nous passons au 3e point pour examiner les composantes d'un astrolabe classique. Voici la face complète que nous allons détailler. Il s'agit ici d'un astrolabe conçu pour une latitude de 31 degrés, Marrakech ou Alexandrie par exemple. Que représentent ces arcs et ces cercles? Ils représentent la projection sur un plan de la sphère locale que nous allons voir juste après. Il s'agit des cercles d'égal azimut, des al-muqantarat au-dessus de l'horizon et de la ligne du crépuscule sous l'horizon tout en bas. Voici une représentation de la sphère locale de Marrakech. L'horizon est en vert, les lignes de hauteur en noir. Elles sont représentées comme al-muqantarat sur l'astrolabe. Le cercle à moins de 18 degrés sous l'horizon est le cercle du crépuscule. Il délimite le début de l'aube à l'est et le début de la nuit noire à l'ouest. Si nous traçons tous les 10 degrés des repères sur la coupole au-dessus de notre tête, nous obtenons les arcs d'égal azimut qui se rejoignent tous au zénith. Revoilà encore une fois la représentation, la projection stéréographique des repères de cette sphère locale. Et voici la représentation simplifiée de la sphère céleste. Le cercle bleu est l'équateur, le cercle jaune représente l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire annuelle apparente du Soleil, et lorsque le Soleil est à l'extrémité sud, son mouvement diurne dessine le tropique du Capricorne
en rouge, et lorsqu'il est à son apogée au nord, il dessine le tropique du Cancer en vert ici. Et voici la projection de ces des tropiques, des deux tropiques et de l'équateur sur l'astrolabe. À ces trois cercles fixes, on superpose le cercle de l'écliptique sur l'araignée qui, quant à elle, sera mobile. À tout cela sont ajoutées des pointes sur l'araignée pour indiquer l'emplacement des étoiles les plus brillantes. Sous l'horizon sont dessinées les délimitations des heures inégales. Lorsque le Soleil est au tropique du Cancer, l'arc dessiné par son mouvement au-dessus de l'horizon est plus long que celui en dessous. La nuit est plus courte que le jour. Lorsque le Soleil est aux équinoxes, l'arc au-dessus de l'horizon est égal à celui de la nuit. Donc égalité du jour et de la nuit aux équinoxes. Et lorsque finalement le Soleil arrive au tropique du Capricorne, le jour est le plus court de toute l'année. La partie de la nuit en bleu est partagée en 12 parties et délimite les heures inégales de la nuit. La nuit est la plus longue de l'année. Le Soleil est au tropique du Capricorne. Et voici en orange les délimitations des parcours du Soleil à son entrée dans chaque signe du zodiaque. En bleu, nous avons les al-Miqantarat, c'est-à-dire les hauteurs au-dessus de l'horizon. Sur le dos de la majorité des astrolabes, nous trouvons un calendrier zodiacal et ce qu'on appelle les carrés des ombres et les heures inégales. Nous passons au quatrième point pour voir les composantes d'un astrolabe universel. Au XIe siècle, deux géomètres andalous, Azarkiel et son élève Ahmed ibn Khalaf, choisissent une projection différente de celle adoptée par Ptolémée 9 siècles auparavant. Cette sphère nous est familière. Elle indique les méridiens et les parallèles célestes, ainsi que la trajectoire annuelle du Soleil. Notez que les 24 méridiens ici délimitent les 24 heures que dure le jour et sa nuit. Le plan de la nouvelle projection passe par les solstices et les pôles célestes. Voici la projection des méridiens, des cercles horaires, tous les 5 degrés, soit toutes les 20 minutes. Si les méridiens sont tracés uniquement tous les 15 degrés, nous obtenons les délimitations des heures. Et voici la projection des parallèles célestes tous les 5 degrés. En rouge, nous avons ajouté l'écliptique, qui est une ligne droite avec les trajets du Soleil, et nous avons ajouté les arcs des deux tropiques du Cancer et du Capricorne. Capricorne au sud et le Cancer au nord. En tournant cette projection, le pôle nord peut représenter le zénith de tout lieu, ou bien il peut représenter le pôle de l'écliptique. Cette projection a donc un très grand avantage. Voici une représentation de l'horizon de Taza penché de 34 degrés par rapport au pôle céleste, sur fond de l'astrolabe universel d'Al-Harrar. Et voici la représentation de l'horizon de l'équateur qui est à 0 degré bien sûr, et cet horizon coïncide avec l'axe des pôles. Nous voyons ici que le parcours du Soleil au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire à droite en blanc, est toujours égal à son parcours sous l'horizon en bleu.
couverts de bleu. Donc à l'équateur, les jours et les nuits sont égaux tout au long de l'année. Et enfin, voici l'horizon des pôles qui se trouve à 90 degrés. Cet horizon coïncide avec l'équateur. Nous voyons que le soleil ne se couche pas durant la moitié de l'année et ne s'élève pas au-dessus de l'horizon, en bleu ici, l'autre moitié de l'année. Nous arrivons au cinquième point, l'astrolabe d'Al-Harrar. Voici deux photos du dos et de la face de cet astrolabe universel construit, comme on l'a dit déjà, à Taza en 728 de l'Hégire, soit 1327-1328 après Jésus-Christ. Et voici la face avec des méridiens, des parallèles et des cercles tangents. Nous avons ajouté en rouge un trait qui indique le parcours du Soleil en une année et son parcours diurne au tropique sous forme de deux arcs rouges. Voici le pourtour de cet astrolabe. Tous les chiffres qu'on trouve sur les astrolabes arabes sont indiqués à l'aide de lettres. C'est une tradition grecque qui est perpétuée sur les astrolabes. C'est quoi ce signe qui se répète tous les 5 degrés? C'est le Ha, H en arabe, qui vaut toujours 5 en écriture orientale des chiffres. Les autres lettres gravées sur le pourtour, pour les dizaines jusqu'à 90, sont Ya, Ka, Lam, Mim, Nun, Sin, A, Fa, Da, Yukallimna Safadin. Et puis, 3 lettres, Qaf, Ra, Sin, pour 100, 200 et 300. Et voici la face de l'astrolabe d'Al-Harrar tournée de 90 degrés avec l'ajout de l'horizon de Taza. Voici le dos de cet astrolabe qui contient les éléments que nous allons voir de plus près. Le calendrier zodiacal, le cadran des sinus et cosinus, le cadran des heures inégales et le rectangle des ombres. Voici le pourtour de cet astrolabe, de l'arrière de cet astrolabe, gradué uniquement de 0 à 90 en partant du diamètre horizontal, ce qui facilite la lecture des hauteurs indiquées par les deux index de l'alidade. Et voici le calendrier zodiacal avec une écriture des mois un peu différente de celle adoptée actuellement. Yennayer, Febrir, Mayuh, Yuni, Yuli et Arusht. Le début du bélier, c'est-à-dire du printemps, coïncide ici avec la mi-journée du 14 mars. Et tous les signes du zodiaque sont de 30 degrés, c'est-à-dire 360 degrés divisé par 12. Et voici le cadran des sinus et cosinus. Lorsque nous étudions les sinus et cosinus, nous utilisons actuellement un rayon de cercle égal à 1. Les anciens utilisaient une unité égale à 60. Il est un héritage babylonien passé par les Grecs. Et voici le cadran des heures inégales. À ce sujet, je recommande la lecture de l'article très bien fait de Wikipédia dénommé Cadran horaire. Et voici le nom du facteur de cet astrolabe, fabriqué par Ali ibn Ibrahim al-Harrar, muezzin de Taza, qu'Allah la garde en 728. Dha Ka Ha. 728 de l'Hégire.
Et voici le rectangle des ombres auquel nous avons ajouté le mouvement du soleil et l'ombre d'une colonne centrale. L'ombre se projette sur les murs et sur le parterre d'une cour par exemple. Et voici une autre représentation alternative de ce rectangle des ombres sur d'autres astrolabes. Cela rappelle tout simplement le tracé des cadrans solaires sur des murs. L'alidade est une règle munie de deux pinules qui servent à viser l'objet dont on veut mesurer la hauteur au-dessus de l'horizon. Et voici l'araignée de l'astrolabe d'Al-Harrar avec 60 aiguilles qui pointent l'emplacement des étoiles. Malgré la qualité de l'image fournie par le Musée de l'Histoire des Sciences à Oxford, il n'a pas été possible de déchiffrer tous les noms de ces étoiles. Mais voici quand même le résultat de cette opération. La majorité de ces étoiles ont pu être déchiffrées. Et voici la reproduction du squelette de cette araignée. J'ai ajouté les traits bleus pour indiquer la séparation des signes du zodiaque. Et voici une carte céleste pouvant remplacer avantageusement l'araignée des anciens. Elle contient ici 967 objets célestes visibles de Taza, dont la magnitude est inférieure à 4,5. La Vmag, ça veut dire la magnitude visuelle, inférieure à 4,5. On peut se contenter d'une carte céleste allégée. Ici, 68 objets visibles de Taza, dont la magnitude visuelle est inférieure à 2,3. Voici une représentation de l'astrolabe d'Al-Harrar animée par nos soins à l'aide d'un programme JavaScript. Remarquons que les cercles tangents aux méridiens et aux parallèles ajoutés par Al-Harrar correspondent exactement à la trajectoire dessinée par les étoiles dans leur rotation incessante. Nous arrivons au point 6 de notre présentation pour indiquer quelques usages de l'astrolabe. Tous les astrolabes, qu'ils soient sphériques, plats ou linéaires, servent avant tout à mesurer les angles de hauteur au-dessus de l'horizon. Le pourtour de l'astrolabe pourrait aussi servir de table d'orientation pour mesurer l'azimut d'un objet si l'on sait où se situe exactement, ou si l'on a marqué auparavant, où se situe le sud de l'endroit où l'on se trouve. Et voici la sphère terrestre qui nous est familière. Nous sommes confrontés à une question d'un marin qui a quitté le port de Mahdia au Maroc il y a 20 jours et il a toujours tenu le cap vers l'ouest. Il nous pose la question: où suis-je? J'ai toujours gardé l'étoile polaire à 34 degrés de hauteur par rapport à mon horizon. La même hauteur, la même que la longitude de Taza et du port de Mahdia. Notre marin possède deux astrolabes, un classique, fabriqué à Marrakech, et un universel construit par Al-Harrar. Est-il possible de savoir où il se trouve au large de l'Atlantique? Revenons sur Terre et allons à Marrakech. Quelle heure est-il si le Soleil se trouve à une hauteur de 30 degrés au-dessus de l'horizon et à 70 degrés d'azimut est? Comment déterminer l'heure à l'aide d'un astrolabe classique? Nous procédons au marquage de l'Almihantara 30 degrés et de la ligne d'azimut 70 degrés est, ainsi que de leur intersection.
Il suffit d'une règle tournant autour du centre de l'astrolabe pour intercepter 125 degrés sur le pourtour. 125 degrés divisé par 15 est égal à 8h20. Et maintenant, nous allons procéder à déterminer l'heure de la nuit. Nous sommes le 4 février. Le calendrier zodiacal sur le dos de l'astrolabe nous indique que le soleil se trouve à 23 degrés du Capricorne. L'araignée nous invite à utiliser l'étoile Ramissa, Alpha Canis Minoris, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante du petit chien, comme indicateur diamétralement opposé à la position du soleil cette nuit. Nous mesurons donc la hauteur et l'azimut de cette étoile. Nous trouvons que Ramissa est à 52 degrés au-dessus de l'horizon et son azimut est à 39 degrés est. L'heure céleste nous indique que le soleil est au milieu de la 5e heure, soit 4h30 sous l'horizon. Nous avons vu comment l'astrolabe classique nous permettait de déterminer la durée du jour et de la nuit, suivant la position du soleil sur le zodiaque. C'était des cercles dessinés en orange. Et voici comment on peut voir cela sur l'astrolabe universel d'Al-Harrar. L'arc couvert du bleu est celui de la nuit à Taza, qui est de latitude 34 nord. Lorsque le soleil est à son apogée, le jour marqué ici par des points rouges est plus long et autrement plus long que la nuit qui est couverte de bleu sous l'horizon de Taza. Nous arrivons au 7e et dernier point de cette présentation, astrolabe andalou et maghrébin. À ce sujet, je ne peux que vous recommander vivement la lecture d'un très beau livre en 2 volumes, Répertoire des facteurs d'astrolabe et de leurs œuvres en terre d'islam, édition Brepols 2022. C'est à partir de ce livre que j'ai établi cette liste de 10 astrolabistes andalous et 35 maghrébins. On peut noter que le XIIe siècle, celui des philosophes, n'a connu aucun astrolabiste, ni au Maghreb, ni en Andalousie. Et voici la liste des astrolabistes et des astrolabes maghrébins conservés à travers le monde. Il s'agit en tout d'une centaine d'astrolabes, dont une dizaine seraient conservés au Maroc. Voici venu le moment de finir cette présentation et de répondre à la question de notre marin marocain du XIVe siècle. Où se trouve-t-il sur l'océan Atlantique? Voici la réponse. Cher monsieur, à votre époque, il n'est pas encore possible d'utiliser le chronomètre marin mis au point par John Harrison au début du XVIIIe siècle pour pouvoir comparer votre heure locale avec l'heure de Mehdia. La différence multipliée par 15 indiquera la longitude où vous vous trouvez entre le Maroc et la terre des Indiens occidentaux, l'Amérique. Merci pour votre attention. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le livre que j'ai publié à cette occasion. Il est distribué par la maison d'édition Marsam, sise à Rabat, Al-Usturlabat, et son titre عبر نصوص وتحف تاريخية